La première chose, je pense, c'est de ne pas avoir peur de poser des questions. Parce que, on ne se le cachera pas, dans notre métier, il y a des égos. En fait, on est une gang d'égos. Il y a une certaine fierté qui fait que les gens ont peur d'aller poser des questions puis d'admettre qu'ils n'ont pas les capacités ou les connaissances pour faire telle ou telle chose. Puis de ce fait-là, ils vont perdre énormément de temps alors qu'ils pourraient avoir de l'aide. Ou indépendamment, ils vont tout donner à d'autres personnes qui vont le faire à leur place. Puis le jour où ils vont prendre ça en main, ils n'auront pas les notions suffisantes. Puis moi, je pense que dans notre métier, on est là pour apprendre à d'autres. Mais il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'apprendre aussi nous-mêmes, tu sais. Puis c'est en continu, ça. Puis enseigner à distance, c'est surtout ça. C'est d'être toujours en train d'apprendre. Parce que les outils en soi, il faut les maîtriser. La matière, il faut d'autant plus la maîtriser à distance parce que par écrit et à l'oral, c'est totalement différent. Donc, je dirais pas avoir peur de demander de l'aide. Puis au soutien, comme à d'autres professeurs ou à d'autres chargés de cours, chargés d'enseignement. Il n'y a pas de... Je pense qu'on peut tous travailler en équipe. Il faut repartir de la base, je pense, peut-être revoir nos objectifs, revoir des activités d'apprentissage. Évidemment, en n'étant pas en classe, les interactions entre les étudiants ne seront pas les mêmes. Est-ce qu'on peut les recréer? De quelle façon on peut le faire? C'est sûr qu'on peut recréer de l'interaction, mais ce ne sera pas la même qu'en classe. Alors, il faut la penser, cette interaction-là. Puis, il faut voir les activités d'apprentissage selon ça. Il y a vraiment différentes choses, que ce soit les notes de cours, le support visuel aussi, c'est pas la même chose. Un PowerPoint qu'on utilise en classe, bien évidemment, il y a des informations manquantes dessus. Bien, comment on va pallier à ça? On peut pas tout simplement prendre le PowerPoint qu'on utilise en classe puis le mettre sur notre site de cours. Le principal, c'est celui que je viens juste de dire, c'est d'avoir l'humilité de faire appel à des gens qui sont meilleurs que nous, qui sont plus connaissants que nous pour développer des cours, ça, dans un premier temps. Donc, les recommandations de t'attendre à comprendre rapidement que tu peux avoir besoin d'aide pour développer un cours. Puis, de deux, d'accepter que tu vas sortir de ta zone de confort, d'accepter le fait que tu vas avoir des fois à produire quelque chose, puis quand tu vas regarder le résultat final, de ne pas avoir peur de te retrousser les manches puis de dire, bon, ben, prise 2, on le recommence de A à Z parce que finalement, c'était vraiment pas bon. Fait que, ça prend de la patience, ça prend la volonté. Je donnerais le même... quand les étudiants viennent me voir et qu'ils me disent « j'aimerais ça faire un doctorat », ben, je leur donne le même conseil. Là, tu veux faire un doc, là, ben, attends-toi à ce que ce soit long, attends-toi à ce que ce soit pénible. Puis il faut que tu sois convaincu dès le début de ce que ça va t'apporter à la fin parce que la ride ne sera pas facile. Là. Tu ne pars pas en croisière là, quand tu développes un cours à distance. Là. Va falloir que tu te battes contre, pas certaines frustrations nécessairement, mais que tu sois prêt à relever les obstacles, puis que tu sois prêt à te retrousser les manches une fois de temps en temps, puis que tu sois prêt à en mettre plus, que tu sois prêt à en faire plus que ce que tu as été habitué peut-être à faire quand tu développes un cours en classe. Gérer le temps, gérer son calendrier, être organisé, mais ça, théoriquement, on est tous censés l'être si on donne un cours, mais être bien organisé, savoir quels sont les objectifs visés, savoir s'entourer si on va chercher quelqu'un qui va être notre assistante, notre assistant, avoir une bonne communication avec cette personne-là qui va vous fournir un matériel. Évidemment, bien connaître sa matière, ça va de soi. Et puis le soutien facultaire, en tout cas, en ce qui me concerne, il a été indispensable, essentiel et excellent. Ça a bien contribué. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'idéal, c'est d'être entouré d'une équipe, de ne pas s'embarquer là-dedans. Exactement. Si tu peux profiter de l'expérience, de l'expertise de d'autres, mais aussi de l'expérience de quelqu'un qui a déjà monté un cours à distance. Pour déjà avoir une idée de ce que les autres ont fait, peut-être tu ne feras pas ça pareil, mais au moins, c'est un peu ça qui est l'expérience au département des sciences animales, c'est qu'il y a eu plusieurs cours
il y avait un gabarit qui existait, qui était commun, puis les gens adaptent après ce gabarit-là, mais au moins, tu sais, tu ne poses pas de questions, tu adaptes quelque chose qui existe, puis avec le support. Fait que ça, je pense, ça enlève beaucoup d'appréhension, puis ça enlève beaucoup de crainte, là, quand tu sais déjà que tu embarques dans quelque chose qui existe, puis tu as juste à adapter à ce que tu fais. Il ne faut pas négliger les efforts à mettre, comme on a dit. Parce qu'on peut se décourager au début en disant « Mince, avant, je faisais un plan de cours de 3 pages, puis c'était correct. » Ou « Je peux arriver à ma salle de cours comme ça. » Mais on peut se décourager. Mais non, c'est très positif à long terme. Je dirais que la principale difficulté, c'était la charge de travail qui avait peut-être été sous-estimée. C'est énormément de travail développer un cours à distance. Puis je pense que c'est souvent sous-estimé justement parce qu'on pense que parce qu'on a du matériel pour enseigner en classe, on a juste à mettre ça en ligne puis ça va devenir un cours à distance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Souvent, ce qui est utile quand on va faire un enseignement en classe ne va pas nécessairement utiliser de la même façon, que ce soit les PowerPoint, les notes de cours. J'ai tout changé et ça a pris énormément de temps. Ça m'a pris un certain temps. J'avais une espèce de crainte de mettre beaucoup de temps sur ce cours et de le concevoir à distance. Puis, en bout de ligne, là, quand j'ai lu, j'ai regardé les autres modèles, je me suis dit, OK, ça va être possible, ça va être adaptable, etc. Puis là, j'ai voulu soutirer les bénéfices de la technologie puis les mettre à mon profit. Quand avant, je n'étais pas du tout dans ce paradigme-là, c'était plus une lourdeur. Mais là, j'ai dit, OK, là, maintenant, je vais prendre le meilleur de la technologie, puis je vais venir bonifier les éléments de mon cours. Alors, moi, ça s'est fait un peu comme ça, là, de prendre le temps de regarder, d'assimiler, de voir différents modèles. Même, je suis allée lire des rapports qui avaient été faits dans les universités américaines qui prenaient le virage de l'enseignement à distance. J'en parlais avec mes collègues américains qui donnaient des cours à distance. Alors, ça aussi, j'ai ramassé les meilleures pratiques, je dirais. Puis, j'ai dit, je vais essayer. Puis, je me suis mis en mode exploratoire. Il y a plusieurs façons de faire. Donc, c'est pas juste dire, bien, je vais aller essayer de trouver des idées à gauche, à droite. C'est d'essayer d'identifier, bien, pourquoi ça pourrait être une bonne idée. Puis ça ne l'est peut-être pas pour ce que toi, tu veux faire ou ton contexte. Je veux dire, il ne faut pas se limiter juste à dire « Ah, ben moi, je vais prendre clac, puis je vais caser ça ici. » Il faut avoir une pensée qui est plus large que les outils ou les matériels. Il faut avoir une idée de ce qu'on veut faire en termes d'accomplissement pédagogique ou d'accompagnement. Mais avoir des exemples, ça sécurise. Il faut vraiment maîtriser son cours. Puis ce cours-là, moi, ça faisait déjà plusieurs années que je le donnais. Je connais à l'avance les difficultés d'apprentissage de certains passages. Je connais les facilités que j'ai, moi, enseigné certains bouts plutôt que d'autres, etc. Alors là, il est bien découpé, etc. Là, j'ai juste à penser à qu'est-ce que je fais, vu que je ne suis pas en classe, qu'est-ce que je peux faire pour faire l'équivalent ou l'améliorer. Parce que puis penser de façon positive comme ça aux moyens technologiques, nous dire peut-être c'est une occasion pour mieux le formaliser ou l'améliorer. Et moi, je l'ai vécu comme ça aussi, mais je pense que c'est possible sans le stress de tester un cours, parce que je pense que n'importe quel prof à qui vous parlez, avant la 3e fois, là, on est dans tellement d'ajustements que c'est pas le moment de commencer à faire des subtilités comment dire, de présentation, etc. On est dans le cœur du cours, puis on veut faire des ajustements. Fait que là-dessus, quand on a déjà une très bonne maîtrise du cours, c'est presque amusant, jusqu'à une certaine mesure, de se dire, bon, qu'est-ce que je peux prendre qui m'est offert, ou qu'est-ce que la technologie peut m'offrir pour atteindre ce même objectif, mais différemment. Prendre un cours qui est déjà existant et de le mettre en ligne, c'est pas la même chose que de construire un cours en ligne, parce que la matière... elle est déjà là, donc il y a une certaine facilité, au fond, à le faire. Mais par contre, ça demande une grosse adaptation en termes de moyens, si c'est la première fois qu'on le fait, là. Construire un cours en ligne, ça peut être une belle expérience. Si tout est entièrement nouveau et puis qu'on est bien soutenu, ça peut être une expérience intéressante. Premièrement, peut-être d'aller chercher de l'aide ou
Parce que, bon, il y a des services à faire à l'université. Souvent, on ne sait même pas qu'ils existent, mais s'il ne peut pas avoir de l'aide directement à sa faculté, d'aller chercher de l'aide ailleurs, parce que c'est pas si simple qu'on pense. Puis d'éviter peut-être de prendre un cours en classe tel qu'il est, puis simplement le mettre en ligne, de vraiment faire l'effort de repenser le cours. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait partir un cours à distance, c'est d'aimer assez sa matière pour être prêt à en passer 300-500 heures pour la première mouture. J'ai absolument rien d'autre à dire que c'est très... Moi, j'ai trouvé ça extrêmement formateur à plusieurs points de vue, mais en même temps extrêmement au-delà du temps que je pensais que ça allait demander pour avoir un résultat. Et comme dans tout enseignement, la récompense est quand même qu'au bout du compte, on voit que les étudiants ont compris. Le conseil que je donnerais, c'est fais-le avec passion. Fais-le pas juste pour faire en sorte que ça va te libérer. Il faut qu'il y ait de la passion qui travaille. La passion de ton sujet, la passion de ton enseignement passe à travers ton cours.